Et de retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. À ma gauche, notre invité Douglas Biandou, président du centre formation Obgis, et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo et Jean-François Kandji-Combé. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis 2010 environ, l'utilisation des réseaux sociaux et du web plus généralement comme moyen de mobilisation et de transformation d'informations est de plus en plus une réalité sur le continent africain. Mais à travers ce continent, les pays ont décidé d'appréhender ces moyens de communication de différentes manières, quand certains censurent, d'autres au contraire, comme le Rwanda, investissent en masse pour un pays connecté. Reportage au Tchad et au Rwanda de nos correspondants Mahamat Ramadam et Olive Odjakotan. L'année 2010 aura vu la consécration des réseaux sociaux et du web comme outil de mobilisation et de transmission d'informations en Afrique. Dans les pays les plus cloisonnés, Internet crée un espace de liberté. Mais son usage est pour le meilleur et pour le pire dans plusieurs pays comme le Tchad et le Rwanda. L'utilisation des médias sociaux améliore-t-elle la gouvernance rwandaise? Pourquoi la censure est-elle observée du côté du Tchad? Comment les internautes la contournent-elles? L'accès à Internet est de plus en plus difficile au Tchad depuis la présidentielle de 2016. Les utilisateurs se plaignent non seulement de la qualité des services, mais aussi du coût élevé pour se connecter à Internet. Les internautes n'ont même pas accès à plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Les jeunes, premiers utilisateurs de ces nouveaux médias, accusent le gouvernement de cette censure. Les remous sociaux qui secouent le pays seraient à l'origine du contrôle des sites d'échange en ligne très prisés par la jeunesse. Malheureusement, nous constatons ce dernier temps que ces réseaux au niveau du Tchad sont plus perturbés. Il y a un problème de connexion qui se pose. On ne sait exactement à quel niveau, mais il y a des sites qui sont brouillés. Qui est à l'origine de ces brouillages, on ne le sait pas. Et est-ce que c'est les opérateurs économiques? Est-ce que c'est un problème de matériel d'accès? On ne sait jamais. Mais c'est à déplorer parce que ce n'est pas facile d'être librement connecté et aussi longtemps que possible comme ailleurs quand on sort du Tchad. On constate qu'on peut avoir ça 24/24. Malheureusement, chez nous, ici, c'est impossible. La réalité est tout autre au pays des 1000 collines. Le Rwanda est l'une des nations les plus connectées à Internet en Afrique. Ici, la censure et le contrôle des réseaux sociaux ne sont pas encore d'actualité. Le gouvernement est même très actif sur ces nouvelles plateformes de communication. Un seul objectif, mieux faire passer les messages aux populations et collecter des informations chez les gouvernés. Twitter, Facebook et autres révolutionnent donc davantage le mode de gouvernance au Rwanda. Quand vous consultez régulièrement la page Facebook ou le compte Twitter de notre président, vous avez beaucoup d'informations sur ses activités. Par exemple, tout le monde ne peut pas prendre part aux différentes rencontres de notre président, donc souvent il fait directement participer le peuple via les médias sociaux afin de prendre des décisions qui avantagent le pays. Je ne crois pas qu'un jour les médias sociaux puissent être censurés chez nous et cela n'a pas de sens. Le blocage des réseaux sociaux a des conséquences économiques et sociales au Tchad. La plupart des cybercafés de la capitale N'Djamena ont fermé faute de clients, ce qui provoque le chômage de plusieurs centaines de personnes. Une situation qui accentue les frustrations de la population juvénile dans le pays. Depuis la naissance du village planétaire, grâce à la communication, le Tchad, à travers les réseaux sociaux, les jeunes sont branchés au monde. Mais maintenant, nous sommes dans le petit village tchadien, donc nous sommes un peu coupés du monde. Et donc oui, ça crée ce que j'appelle des frustrations des jeunes. Et donc ça, c'est une des premières conséquences, on le sent. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y a perte d'emploi. Si les autorités du pays sont dans une logique de contrôler toute communication hostile au régime, les internautes tchadiens sont de leur côté dans une dynamique de contournement des interdits. Certains jeunes arrivent même déjà à contourner la censure. Ils se connectent librement aux réseaux sociaux grâce à des logiciels spécifiques. C'est très simple l'application. Par exemple, sur les smartphones, il suffit de télécharger seulement une application qui s'appelle VPN. Il y a tellement de VPN. Et ce VPN a pour rôle de contourner l'adresse IP destinée au pays
qui héberge l'Internet. Donc, dès que j'ai mon VPN sur mon smartphone, sur mon ordinateur, je peux me retrouver par exemple avec l'adresse IP de la France, du Canada, des États-Unis, de n'importe où. Je choisis là où je veux être. Donc, en cet instant, le réseau est contourné et je ne suis plus dans les censures et je navigue librement. La garantie du libre accès à Internet a stimulé l'entrepreneuriat des jeunes au Rwanda. Ils sont de plus en plus nombreux à se servir de ces nouveaux médias dans les affaires. C'est le cas de Sandra Idosu. Cette jeune entrepreneure béninoise est basée à Kigali où elle s'est spécialisée dans l'amélioration de la qualité des services. Sa société embauche une dizaine de personnes. La particularité de son magazine, qui a 6 ans d'existence, est d'offrir une plateforme aux Rwandais via les réseaux sociaux pour juger les services des secteurs publics et privés. Je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais ici, vous allez dans un hôpital, vous avez un mauvais service, vous tweetez la ministre. Elle réagit tout de suite pour dire vous êtes à quel niveau, qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens suivent. La chance qu'on a ici encore au Rwanda, c'est que ici, c'est autorisé, c'est permis. Nous qui avons un très grand nombre de personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, nous savons par exemple que quand un client a un mauvais service et qui nous le dit, bien évidemment, on est à mesure de tambouriner, de réveiller les gens et donc on arrive à avoir un certain nombre de résultats. L'accès à Internet, surtout la connexion aux médias sociaux, est vital pour les internautes africains. La 4e génération est opérationnelle au Rwanda depuis 2014. Si le pays des 1000 collines capitalise sur l'avènement de ces nouveaux médias pour améliorer la gouvernance et transformer économiquement la vie des citoyens, le Tchad, par contre, préfère mieux les contrôler dans la quête d'un climat de paix et de sécurité. Mais l'explosion des médias sociaux est en nette progression en Afrique. Le Rwanda compte atteindre dans ce sens 95% d'internautes d'ici 2017. Quand on voit tous ces pays à travers le continent africain qui usent de la censure sous prétexte sécuritaire, on a l'impression, Monsieur Biandou, qu'ils ne réalisent pas l'importance d'avoir un pays connecté. Effectivement, je pense qu'il y a une peur. Il y a une peur d'avoir un pays connecté, il y a une peur d'avoir la possibilité pour des millions de personnes, des millions de jeunes, des millions de femmes, d'avoir un mot qu'on ne maîtrise pas, d'avoir une attitude qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que c'est cette peur qui amène certains États à user de leur pouvoir pour limiter, voire bloquer l'accès à ces réseaux sociaux. Jean-Marie, pourquoi ces régimes forts, au lieu de censurer et de s'attirer les critiques des internautes, ne se servent pas justement de ces réseaux sociaux pour communiquer et redorer leur image? Ce serait tout à leur avantage. Ce serait tout à leur avantage, Amira, sauf que nous sommes dans un nouveau paradigme qui n'est pas maîtrisé par les gouvernants de ce monde. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme vient de le dire notre invité, vous avez la possibilité qui est donnée à chaque citoyen qui est connecté de pouvoir s'exprimer. Donc là-dessus, je dirais que vous avez, si vous voulez, 2 conséquences là-dessus. Vous avez les chefs d'État qui vont laisser, si vous voulez, leur population libre. Et ça favorise non seulement l'accès à la culture politique, la culture économique, la culture sociétale globalement parlant. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui se méfient, si vous voulez, de ces réseaux sociaux-là, qui sont une force aujourd'hui incontrôlable. Vous voyez, si on fait l'historique, si vous voulez, d'Internet. Internet, aujourd'hui, on peut se dire, nous regardons ça en Afrique. Même en Europe, les gouvernants ont toujours voulu museler, maîtriser ce que la presse disait. Même dans toutes les économies occidentales. Je vous prends tout simplement l'exemple de Snowden aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est un scandale, si vous voulez, au niveau mondial, international, concernant la manière dont les Américains surveillent leur population, dont tous les gouvernants ont peur de cette force-là, ce nouveau paradigme-là qui s'installe, les échappe complètement. Mais malheureusement, il y aura à la fin, si vous voulez, 2 types de populations. Les populations qui sont connectées, ces populations-là, si vous voulez, auront la possibilité de faire avancer leur pays. Par contre, les gens qui croient que, nos gouvernants qui croient qu'en maîtrisant l'information, on va maîtriser la population, j'ai l'impression qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout type de techniques. Vous venez d'entendre dans le reportage, vous avez un Tchadien qui nous dit, ils ont beau couper à l'intérieur. Je n'avais qu'à aller télécharger, si vous voulez, le VPN, si vous voulez, d'un
d'un logiciel que vous téléchargez sur Internet et vous avez accès à ce que vous avez. Mais dès que les gouvernants auront compris qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir museler le peuple comme ça, au contraire, c'est-à-dire de pouvoir accompagner la population dans l'utilisation de ces réseaux sociaux là, pour faire avancer le pays et la démocratie, ce sera une très très bonne chose. Justement, Monsieur Biandou, vous voulez rebondir sur les propos de Jean-Marie ? Parlons de quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le reportage, on a eu l'occasion de voir dans les premières images l'application WhatsApp, qui n'est pas forcément citée. Il y a Twitter, il y a Facebook, mais il y a WhatsApp. Il faut savoir que WhatsApp, aujourd'hui, c'est une application qui a été rachetée par Facebook il y a 2 ans. Ça représente plus de 12% du trafic mobile en Afrique. C'est 2 fois plus que YouTube. Pourtant, on se dit YouTube, c'est 2 fois et demi plus que Facebook. Et c'est protégé. Donc, on parlait de politique, on parlait des États. Il y a beaucoup de gens qui vont aller sur ces réseaux sociaux aussi, en particulier sur celui-ci, parce qu'ils vont créer des groupes. Et qu'ils aient raison ou non de se méfier du pouvoir, ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir véhiculer de l'information et créer des groupes de pression. Donc la peur, je peux la comprendre, mais j'inviterai simplement nos chefs d'État à suivre l'exemple de Paul Kagame. On a vu également sur le reportage, sur son Twitter, plus de 1,5 million de personnes le suivent. Et c'est vers là, à mon avis, qu'il faut aller pour le leadership de nos États. Alors, c'est vrai que le Rwanda est un pays très connecté. Le président Paul Kagame a beaucoup investi dans l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Pour autant, au niveau de la censure, le président Paul Kagame n'a rien à envier à ses homologues. Pour éviter justement les dérives génocidaires, il a beaucoup utilisé la censure du web. Il ne faut pas l'oublier. Jean-François. Il ne faut pas l'oublier. Il l'a fait à un moment déterminé, mais je crois que c'est aussi ça le sens du leadership politique qui tient compte des circonstances. Ce pays est sorti d'une tentative d'anéantissement. On ne pouvait pas continuer. L'idéologie qui était à la base du génocide était encore là, il était encore ancré. Et quand on regarde le résultat, aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin. Et ce dont on est en train de parler, c'est la raison pour laquelle le Rwanda est le pays de la bonne gouvernance en Afrique, notamment. Rwanda, pays numéro 1 en termes d'éthique et presque numéro 1 en termes de bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut y voir un lien de cause à effet? Précisément, moi je pense que les deux sont liés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contrôle. Ce que je voulais dire tout à l'heure, rajouter à ce que disaient mes amis sur le plateau, c'est que de mon point de vue, rien n'a changé sous le soleil. Un régime politique, policier, qui veut tout maîtriser, va toujours essayer de museler. Il a toujours essayé de museler, et même avant Internet, les gens arrivaient à contourner. On arrivait à trouver, en Afrique en particulier, on connaît toutes les techniques qui consistent à prononcer un mot à la place de l'autre, on parle avec des codes, etc. Donc on contourne. Mais tous les régimes qui veulent contrôler, qui veulent museler, etc., ne voient pas Internet d'un bon œil. Ces deux poids, deux mesures ne le voient pas d'un bon œil, utilisés par les citoyens, mais s'en servent massivement pour surveiller et contrôler, encore mieux. Pour revenir à votre question, moi je pense qu'il y a un lien très très direct entre la bonne gouvernance et la prolifération positive du réseau, du net, etc. Et notamment au Rwanda, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est servi de cela comme levier pour pouvoir améliorer les procédures administratives, améliorer les procédures de service, permettre une plus grande transparence. Et je pense que nos gouvernants oublient que la transparence peut être une valeur de sécurisation de leur propre pouvoir. Il ne peut pas y avoir, une meilleure sécurité pour les gouvernants et pour le bon fonctionnement d'un pays que la transparence. N'ayez pas peur, les gars. Je parle de nos chefs d'État. N'ayez pas peur. De toute façon, dites-vous que les citoyens ont une intelligence collective qui leur permettra toujours de contourner et de surmonter les obstacles que vous dressez, aller dans le sens de l'histoire si cela est possible. Monsieur Biandou, vous êtes, je rappelle que vous êtes président du centre de formation OBJIS, un centre de formation qui a manifestement des ambitions africaines. Le centre de formation OBJIS, depuis 10 ans, effectivement, en France d'abord, propose des formations de très haut niveau technique à des clients, des multinationales. Et depuis 3 ans, nous avons développé notre activité en Afrique, parce que nous avons déjà des clients dans le domaine de la finance et des télécommunications. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, il y a un projet qui, moi, personnellement, me tient à cœur.
c'est le projet 10 000 codeurs, le programme 10 000 codeurs, une vision de beaucoup plus de développeurs d'applications en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up. J'avais d'ailleurs l'occasion de venir sur ce plateau il y a 2 ans pour parler des start-up. Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, mais il n'y a pas assez de programmeurs, il n'y a pas assez de développeurs. Il y a beaucoup de jeunes qui font des choses, qui apprennent sur Internet, mais il n'y a pas de personnes qui sont capables d'écouter un besoin, de transformer ce besoin en solution numérique, fiable, sécurisée, performante. Et ça, c'est un vrai drame. Donc, dans beaucoup de pays, on entend parler du Sénégal, on entend parler de la Côte d'Ivoire, mais trouvez-moi 100 développeurs Android en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Trouvez-moi 100 développeurs de mobile au Sénégal, c'est compliqué. Au Cameroun, c'est pareil. Nous, vous l'apportez ce professionnalisme-là, avec modestie, ce savoir que nous avons depuis 10 ans et que nous distillons à nos clients professionnels, nous voulons l'apporter à la jeunesse. Et on vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup. C'est l'heure de marquer. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.